installé le pupitre. En quelques mots, je vais expliquer les règles du jeu qui sont très simples. Donc, on va bien sûr laisser les photographes faire leur métier de photographe, surtout s'ils sont travailleurs indépendants. Nous sommes dans la même barque, il faut bien vivre de son activité. À un moment, bien sûr, il faudra arrêter. Nous avons 1 heure à peu près à passer ensemble, Monsieur le Premier ministre. On vous laissera 20 minutes, 30 minutes afin de juger le temps qu'il vous faudra pour vous laisser la parole. Et puis ensuite, je vous proposerai de me rejoindre ici pour passer à la séance des questions avec la salle. Voilà, je vous laisse là la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, j'ai un objectif. Il va vous paraître ambitieux. Je considère qu'il est parfaitement réaliste et réalisable. Je veux que dans 10 ans, la France soit la première puissance en Europe. C'est un but qui est atteignable, à condition de passer à la vitesse supérieure pour la croissance et pour le plein emploi. Et pour ça, il faut changer de logiciel. Plutôt que de surcharger nos entreprises de normes et de charges, il faut oser enfin la liberté. Plutôt que d'encadrer à l'extrême le travail, il faut le libérer, mais le libérer vraiment. Nous avons trop longtemps oublié qu'avant de dépenser, avant de prévoir de nouvelles aides, avant de lever encore et encore des impôts, avant de multiplier des directives, il fallait faire confiance aux individus, à leur énergie et à leurs entreprises. Bref, on a oublié qu'il n'y avait pas de progrès sans produire, sans travailler, sans innover, sans créer des richesses. Ce n'est pas facile de défendre cette position de bon sens dans un pays qui est tellement accoutumé à tout encadrer, dans un pays qui depuis trop longtemps préfère l'uniformité à l'audace. Mais aujourd'hui, avec 6 millions de personnes qui pointent à Pôle emploi, avec 2200 milliards de dettes dont personne ne parle jamais, on n'a pas maintenant d'autre choix que de nous réinventer. Et pour cela, on a besoin de vous. Parce qu'il va falloir surmonter les conservatismes et les habitudes. Et tous ceux qui disent que c'est impossible, que la France est un pays qu'on ne peut pas réformer, que la France est un pays qu'il faut réformer avec la plus extrême prudence, ont tort. Moi, je pense que les Français sont formidables, mais que c'est le système qui est à bout. Il n'y a pas que les entrepreneurs, les artisans, les médecins, les chercheurs qui appellent à des changements et à plus de liberté pour agir. Pendant les 4 années où j'ai tourné dans toute la France pour préparer mon projet, avec parfois beaucoup d'entre vous, j'ai aussi entendu des fonctionnaires qui m'ont dit qu'ils ressentaient la chape de plomb qui bride leurs initiatives, qui bride leur carrière, qui m'ont dit si on pouvait avoir un peu d'air. J'ai rencontré des chefs d'établissements scolaires, qui m'ont confié qu'ils en avaient assez d'être encadrés, de ne pas avoir d'autonomie, de ne pas pouvoir prendre d'initiative, de ne pas pouvoir choisir leurs collaborateurs. Pareil pour les personnels hospitaliers, pareil pour les policiers. Les chômeurs n'ont pas peur de la liberté, ils ont juste peur du statu quo. Et les jeunes des quartiers qui rêvent de réussite, ils n'ont pas peur de la liberté, non, ils n'ont que rage pour le conservatisme qui les embue. Et donc tout ça, ça commence à faire beaucoup de monde pour changer le système. Pour tout vous dire, vous n'êtes pas seul, et je ne suis pas seul à vouloir bouger les choses. Pour construire mon projet, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs de PME. Je ne leur ai pas dit que je les aimais, parce que les mots non suivis des faits ne sont que des mots. Leur constat, c'est le vôtre. Face au manque de visibilité du carnet de commandes, face au fatras de normes administratives, face au poids des impôts et des cotisations, vous avez le sentiment que vous ne jouez pas à armes égales avec vos concurrents étrangers. Vous vous sentez coincé par des règles absurdes, empêtré par des charges fiscalo-sociales, découragé par l'instabilité législative, réglementaire et fiscale. Tout cela aboutit à brider le potentiel de croissance de nos PME. Nous sommes champions en termes de création d'entreprises, mais nos entreprises grandissent peu. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on change ensemble. Mon projet vise par conséquent à déverrouiller les principaux freins à la croissance des PME, afin de libérer leur capacité d'emploi et d'innovation. Je veux que nous atteignions en 10 ans une densité d'entreprises de taille moyenne qui soit grosso modo à mi-chemin entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ça voudrait dire
130 000 nouvelles PME de plus de 10 salariés. Ça voudrait dire 20 000 de plus de 50 salariés, ça voudrait dire 5 000 de plus de 250 salariés, ça voudrait dire quasiment doubler le potentiel actuel. Le contrat que je vous propose, c'est celui de la liberté et de la responsabilité, bref, c'est celui de la confiance réciproque. C'est travailler ensemble, et c'est la raison pour laquelle je vous propose 3 objectifs. Premier objectif, faciliter le financement de vos PME. Ça veut dire mettre en œuvre les mesures suivantes. Premièrement, orienter 50 milliards d'euros, soit environ 3% des encours des contrats d'assurance vie, vers le capital des PME. Deuxièmement, réduire l'impôt des particuliers de 30% du montant investi dans une PME jusqu'à 1 million étalé sur 5 ans. Troisièmement, multiplier les fonds privés d'amorçage labellisés par BPI France et abondés par l'État. Quatrièmement, faciliter l'ouverture du capital des PME à vos salariés sans risque de requalification en salaire. Cinquièmement, surseoir au droit de succession lors de la transmission familiale des PME jusqu'à la cession effective de l'entreprise en dehors de la famille. Deuxième objectif, je veux réduire les contraintes qui pèsent sur vous. Je parle d'abord des contraintes fiscales et sociales. Nous devons stabiliser et rendre lisible notre politique fiscale pendant 5 ans. Après avoir annoncé les grandes mesures fiscales du quinquennat, dès le début de ce quinquennat en juillet 2017, on stabilise les choses sur les 5 années qui viennent. Vous aurez ainsi la lisibilité nécessaire. Je veux réduire massivement les charges sociales et fiscales qui pèsent sur vous en simplifiant et en boostant les allègements de charges. Ça représente 35 milliards en faveur des entreprises et de la compétitivité, 25 milliards au travers d'une baisse de charges sociales et d'impôts qui pèsent sur la production, et 10 milliards à travers la baisse de l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, la suppression de l'ISF porte ces allègements à 40 milliards. Cela représente plus que l'ensemble des dépenses de recherche et de développement des entreprises, 15% de leurs dépenses d'investissement, c'est-à-dire de quoi redonner vraiment du souffle à l'économie française. Tout cela passe, parce qu'il faut être précis, par une transformation du CICE, qui est un crédit d'impôt complexe, en une baisse de charges patronales pour un montant équivalent, durable, lisible, portant sur l'ensemble des salaires. Ensuite, par un renforcement des allègements existants, avec un nouvel allègement de charges sociales et d'impôts de production de 25 milliards d'euros, portant sur tous les salaires, pour redonner un nouveau souffle à l'économie française. Enfin, par un allègement de l'impôt sur les sociétés, les contributions additionnelles à l'IS seront supprimées en 2018 et le taux d'IS sera diminué progressivement pour atteindre 25% au terme du quinquennat. Cette mesure permettra de tendre vers le taux moyen de l'Union européenne et représente un effort de l'ordre de 10 milliards d'euros. Enfin, par le prolongement jusqu'en 2019 du dispositif de suramortissement exceptionnel des investissements pour favoriser l'investissement et la trésorerie des entreprises industrielles. Cela passe également par une réforme de la fiscalité afin de favoriser la création d'emplois. L'ISF, je le redis, impôt absurde, sera supprimé dès 2018 pour garder en France des capitaux qui iront s'investir dans des entreprises françaises et qui créeront des emplois en France. Je sais que c'est un débat difficile, je sais que ce n'est pas populaire de supprimer l'ISF, je ne changerai pas d'avis parce qu'on ne peut pas continuer à accepter de voir l'économie française passer massivement sous contrôle de capitaux étrangers parce qu'il n'est plus possible aujourd'hui de permettre à des investisseurs français de se développer, de réussir et d'investir dans l'économie française. Les mécanismes de déduction existants qui financent les entreprises innovantes ou les fondations seront remplacés par des mécanismes de même nature sur l'impôt sur le revenu. Je propose enfin de mettre en place un taux unique d'imposition des revenus du patrimoine à 30%, tout compris, c'est-à-dire y compris la CSG, pour favoriser l'investissement dans les entreprises et la création d'emplois. Parallèlement, je créerai une TVA compétitivité en augmentant de 2 points le taux normal. Les taux réduits et super réduits resteront inchangés. Les produits de première nécessité et les services publics seront donc épargnés. Cette TVA compétitivité permettra de financer la baisse des charges pesant sur les salaires les plus modestes.
Enfin, le plafond de versement dans un PE, PEA, PME sera doublé pour le porter à 150 000 € afin de favoriser le financement des PME et des ETI et donc de favoriser les créations d'emplois. Après les contraintes fiscales et sociales, j'en viens aux contraintes d'un droit du travail qui aujourd'hui est devenu illisible pour tous. Le paradoxe, c'est que notre droit du travail actuel est à la fois un frein à l'embauche et qu'il est en même temps de moins en moins protecteur pour les salariés. Les entreprises ont peur d'embaucher, les salariés ont peur d'être licenciés, la prudence et la défiance règnent à tous les étages. Il faut sortir de cette impasse. Je m'engage donc à refonder et à simplifier le Code du travail. Ce que je propose, c'est qu'on ne garde du Code du travail actuel que ce qu'on appelle les normes sociales fondamentales, qui en réalité sont les seules qui devraient relever de la loi, et que l'on renvoie à l'accord collectif, en priorité d'entreprise ou à défaut, et je sais que vous y êtes attachés, à l'accord de branche, tout le reste. Dès l'été, pour faciliter l'embauche dans les petites entreprises, je m'engage à doubler les seuils sociaux et à limiter l'impact financier du franchissement des seuils. Il nous faut ensuite clarifier et sécuriser les règles qui régissent le contrat de travail et sa rupture. Contraignante pour l'employeur, peu protectrice pour les salariés, empreinte d'une forte insécurité juridique, elle contribue à rigidifier le marché du travail, à freiner les recrutements et à privilégier le recours au CDD souvent très court. 9 embauches sur 10 se font aujourd'hui en CDD. La priorité doit être désormais de faciliter les recrutements dans le cadre de contrats stables. Pour cela, nous devons sécuriser la rupture du contrat en plafonnant de façon impérative les indemnités prud'homales. Nous devons ensuite permettre aux entreprises de conforter leur compétitivité en clarifiant les règles du licenciement économique parce qu'elles doivent pouvoir s'adapter en permanence. Nous faciliterons les recrutements dans les petites entreprises à travers une rénovation du contrat de travail. Je pense en particulier à un recours plus facile au contrat de mission ou à la mise en place d'un contrat à cause de ruptures prédéfinies, ce que vous appelez le contrat de croissance. Sur cette question du contrat de travail, je pense qu'un recours à la négociation interprofessionnelle, à partir des orientations que je viens de citer, permettra d'en fixer les contours. J'en viens maintenant justement au dialogue social. Je veux étendre la place accordée à la négociation collective, et d'abord au niveau de l'entreprise. La règle qui sera fixée par la loi sera la suivante: une instance unique pour la représentation du personnel. Cette instance regroupera les actuels délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité et conditions de travail. Ses prérogatives et ses moyens seront croissants en fonction de l'effectif de l'entreprise, et par accord collectif, les entreprises qui le souhaitent pourront s'organiser autrement, y compris conserver les instances distinctes. En ce qui concerne l'adaptation des règles de la négociation collective, je souhaite, comme vous, faire émerger une vraie démocratie sociale dans les TPE et les PME. Je vous rappelle ici mes propositions: ouvrir la possibilité du référendum, limiter les mandats syndicaux, faciliter la négociation avec les élus du personnel en l'absence de délégués syndicaux, donner la possibilité de se présenter librement au premier tour des élections professionnelles. J'ai demandé à Gérard Larcher, dont vous connaissez le pragmatisme, de me faire des propositions de mise en œuvre afin que nous puissions rénover ensemble les règles du dialogue social. Il ne s'agit pas pour moi d'opposer les uns aux autres, mais je veux moderniser nos règles de représentation et de négociation. Je veux enfin, vous le savez, lever le verrou des 35 heures. Dans cette campagne présidentielle, j'ai le sentiment d'être le seul à vouloir le faire vraiment et clairement. Pas pour des raisons idéologiques, mais tout simplement parce qu'il est temps de donner aux entrepreneurs et aux salariés le pouvoir de négocier entre eux ce qui est bon pour eux. Pour renouer avec la compétitivité et pour remobiliser la force de travail, je donnerai la priorité à la négociation collective pour trouver dans l'entreprise, ou comme vous le souhaitez, si vous le souhaitez, dans la branche, parce que cela serait nécessaire, compte tenu des tailles des entreprises ou des choix qui seraient les vôtres, les moyens les plus efficaces pour augmenter la durée effective du travail et définir les contreparties salariales. Bref, je veux du gagnant-gagnant au service de l'entreprise, de l'emploi et de la feuille de paie. Je sais que vous partagez ma volonté de favoriser l'association des salariés à la marge de l'entreprise. Je suis d'accord pour voir ensemble comment développer l'intéressement et la participation dans les PME de moins de 50 employés. Et pour celles qui ne sont pas éligibles, mettre en place une prime de partage plafonnée à 2 000 € et exonérée de toute cotisation.
Vous m'avez souvent interpellé sur la complexité des règles qui vous sont imposées. Même Kafka n'aurait pas pu imaginer certaines d'entre elles. Le compte pénibilité sera supprimé. Mon troisième objectif, c'est de vous accompagner dans votre croissance. Je vous propose un pacte de confiance destiné à réduire les incertitudes qui pèsent sur vous en passant de ce que j'appelle le contrôle sanction au contrôle conseil. Le poids des normes et des contraintes seront allégés en les alignant sur les normes européennes sans surtransposition. Je propose même que, par ordonnance, dans tous les domaines où cela est possible, on supprime les normes françaises qui ont été surajoutées au moment des transpositions aux normes européennes. BPI France doit devenir l'outil stratégique national d'investissement industriel. Il aura les moyens d'un fonds souverain et aura les mêmes prérogatives que l'Agence des participations de l'État. Enfin, je m'engage à faire de l'État en tant que client un moteur de croissance de vos entreprises en augmentant la part des PME françaises dans la commande publique. Ça veut dire également que nous devons libérer l'innovation, autoriser les expérimentations à petite échelle selon un principe d'innovation qui viendrait se substituer au principe de précaution, regrouper localement les acteurs de la recherche, de l'enseignement, de l'incubation, de l'accompagnement et du financement de start-up dans des clusters pour développer les synergies, sanctuariser le crédit impôt recherche en développant la délivrance de rescrits fiscaux en amont, et enfin encourager la modernisation des équipements industriels en prolongeant jusqu'en 2019 le mécanisme de suramortissement. Vous accompagner dans votre croissance, c'est aussi reconnaître votre rôle en matière d'alternance et de formation professionnelle des jeunes. Après 5 années perdues pour rénover notre système d'alternance, il n'y a pas de temps à perdre pour sortir du statu quo et, comme vous le souhaitez, faire enfin de l'alternance la voie d'accès à l'emploi des jeunes. Je propose pour y arriver de changer complètement de logique. Je propose que les lycées professionnels, que l'enseignement professionnel sortent de la tutelle de l'éducation nationale et soient placés sous la tutelle de la région et des branches professionnelles. Je propose que chaque fois que c'est possible, on rapproche les lycées professionnels et les CFA. Et je propose que dans ces établissements, qui ne seraient plus sous la tutelle de l'éducation nationale, puissent cohabiter des jeunes en formation initiale, des jeunes en alternance et des adultes en formation professionnelle, avec les mêmes enseignants, utilisant les mêmes infrastructures, les mêmes matériels, et surtout utilisant au fond cet état d'esprit qui est celui de l'entreprise et qui est la clé d'une entrée meilleure dans le monde du travail d'une grande partie de notre jeunesse. Ce chantier de l'apprentissage et de la formation en alternance est pour moi un chantier prioritaire. Et je ne me fixe pas des objectifs comme par le passé, 300 000, 400 000 apprentis en mettant des sanctions pour ceux, comme nous l'avons fait, hein, je le reconnais bien volontiers, pour ceux qui n'utilisent pas assez. Non, il faut se fixer un objectif d'1 million de personnes en alternance en changeant complètement le système, en modifiant les contrats de travail des apprentis pour qu'ils soient beaucoup plus souples, en modifiant le coût de l'apprentissage pour l'entreprise qui est aujourd'hui trop élevé. Ce qu'on peut faire en utilisant les crédits des emplois aidés et en les faisant glisser vers l'apprentissage. Voilà, si on veut que ça marche, il faut partir des besoins des entreprises, il faut partir de vos propositions. J'ai essayé de résumer en quelques mots le projet que je porte concernant l'avenir du secteur que vous représentez ici. Je voudrais terminer simplement en vous disant qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. La dette, les déficits, le chômage, la croissance médiocre, nous sommes dans une situation très difficile. Et seule la politique très accommodante de la Banque Centrale Européenne a permis d'atténuer les conséquences de ces difficultés. Je pense malheureusement qu'on arrive au bout de cette politique, que les taux d'intérêt bas sont désormais derrière nous et que les difficultés ne vont aller qu'en s'accroître. Eh bien, dans un environnement européen et international aussi incertain, dans un pays qui rencontre autant de difficultés économiques et sociales, je le dis avec toute la force de conviction dont je suis capable, il faut une rupture. On ne peut pas continuer à faire des aménagements à la marge. On ne peut pas continuer à négocier ici ou là des améliorations à un système qui n'en peut pas. On ne peut pas continuer à expliquer que nous avons un modèle social formidable qu'il faut absolument à tout prix
conforter alors que ce modèle social est en échec, alors qu'il génère de l'injustice, alors qu'il a bloqué les possibilités de promotion d'une grande partie de nos concitoyens, alors même que nous voyons autour de nous, dans les autres grands pays européens, le chômage diminuer, la croissance reprendre et des situations politiques et sociales qui sont bien plus apaisées que la nôtre. Donc oui, j'avais eu cette formule un jour qui m'avait été reprochée, oui, il faut casser la baraque pour la reconstruire autrement.